Alors, comme on approche de Pessah, on est le 21 Adar déjà, donc on va étudier la Haggadah de Pessah, parce que même si, pas même, puisque Mashiach va venir, il y aura quand même la mitzvah de Haggadah. D'accord? On va manger le korban, mais on fera la Haggadah de Pessah, puisque il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, même quand le Mashiach est là. Justement pour comparer, pour dire ce qu'il y a eu là-bas n'est rien par rapport à ce qu'on est en train de voir. On va faire une comparaison pour minimiser la sortie d'Égypte par rapport à la sortie de cette galoute. Alors, dans la Haggadah de Pessah, la Megillah d'Esther, c'est une représentation simplement au niveau du discours. On raconte, et il a fait ça, et elle a fait ça, et ils ont mangé ça. C'est un récit. Donc on doit imaginer le récit, mais on ne le vit pas. La Haggadah de Pessah, on te dit, le théâtre, il est sur ta table. L'acteur, c'est le papa, avec les 4 fils. D'accord? Il y a donc, les acteurs sont là, et la scène, elle est devant toi. D'accord? Devant toi. C'est quoi le spectacle? C'est le plateau du Seder. Le plateau du Seder nous dit le Midrash, la Kabbalah, la Chassidoute, que le plateau du Seder, il est vis-à-vis des 7 bergers qu'on retrouve dans les jours de la Soukhot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Alors, sur le plateau du Seder, vous avez à la droite, qui représente Abraham Avinu, vous avez ce qu'on appelle le zroa, l'os. D'accord? Alors, si c'est en galoute, tant qu'on est en galoute, alors on prend un os, tout simplement. Soit un os d'agneau ou de brebis, ou alors les gens qui veulent s'éloigner au maximum de la ressemblance avec le Beth Amikdash, ils prennent un os de poulet carrément. Un coup de poulet, même pas un os. Un coup. Pour s'éloigner au maximum. Maintenant, s'il y a le Beth Amikdash, alors automatique, qu'est-ce qu'on met à la place? Eh ben, le Korban Pessah. Le Korban Pessah, il est à droite, sur le plateau. D'accord? On le tourne pour qu'il soit bien rôti, on le mange ou dans le repas ou après le repas, on va voir. Mais en tous les cas, on met un exemplaire sur la droite, en souvenir et en mérite d'Abraham Avinu. Sur le côté gauche du plateau, donc c'est vis-à-vis de Yitzhak Avinu. Alors si on est en Géoula, alors on met un sacrifice qui s'appelle le Chagiga. Le sacrifice qu'on mangeait avec la famille pour la fête. C'était un agneau, peu importe, qu'on partageait en famille. Et avec des invités, si on a des invités. Maintenant, si on est en deuil, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, alors on met à la place, qu'est-ce qu'on met à la place? Un œuf. Un œuf, dur, un œuf dur. Pas un œuf cru. Pourquoi un œuf dur? Parce que quand on a fini le Seder, on doit manger tout ce qu'il y a sur la table, tout ce qu'il y a sur le plateau. C'est pas quelque chose de... c'est pas de la superstition. Tu mets des choses bizarres et après tu les rends sacrés ou tu les brûles. Non, tu dois consommer ce qu'il y a. Sauf l'os, bien évidemment. Mais s'il y a un korban, on mange le korban. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on prend l'os,
il y a toujours de la viande sur l'os. Donc la viande, on la mange. On n'est pas comme les Indiens à parler de la métempsychose, qu'il y a des âmes qui sont rentrées dans la vache, on ne peut pas toucher la vache. Non, on mange. Donc si on est en deuil, que Dieu préserve du temple, alors on te dit, bah tu es en deuil, alors mets l'os, mets l'œuf, au lieu de mettre le chagiga, c'est-à-dire la rigueur d'Yitzhak, elle se transforme en rigueur de destruction du temple. Et le Shulchan Aruch, il te dit, fais très attention, parce que le jour où tombe Pessah, cette année c'est un jeudi, ce sera le jour où va tomber Tisha B'Av. Ce sera un jeudi. Automatique. On te dit, si tu n'as pas fait tes chouvas comme il faut, donc l'œuf que tu manges à cette table ce soir du Seder, tu vas le remanger assis par terre dans 4 mois. Au mois de Av. Donc on dit, fais attention, utilise le temps et les événements qui sont devant toi pour faire tes chouvas. Comme ça, tu n'auras pas besoin de remanger un œuf assis par terre. Vous voyez, donc il y a une allusion à la même date qui risque de retomber avec le même événement désagréable. Donc l'os est à droite, l'œuf est à gauche, Yitzhak, au milieu, et tout ça c'est en forme ségole, comme le ségole. 2 points en haut, 1 point au milieu, en bas. Qu'est-ce qu'il y a au milieu donc? Qui c'est qui va être au milieu? Yaakov Avinu, il est représenté par le maror. Le maror qu'on appelle les herbes amères. D'accord? C'est quoi les herbes amères? On l'a déjà vu plusieurs fois. La Mishnah te dit il y a 5 sortes de maror qui correspondent en fait. Le maror, c'est une allusion au moyen que Dieu a de te faire faire tes chouvas, de te rendre la vie amère si tu n'es pas capable de te la rendre amère par toi-même, en te levant tôt, en étant rigoureux avec toi-même. Tu as des événements extérieurs qui viennent te la rendre amère. Donc dans l'amertume, il y a plusieurs degrés. Les séfarades, ils utilisent l'amertume la plus douce, ça s'appelle la salade, chassa. Chassa, c'est la laitue. Comme il dit, litoug. Dans toutes les langues, c'est litoug. D'accord? En hébreu, ça se dit chassa. Pourquoi chassa? Chassa, ça veut dire la miséricorde. Chas beshalom. Ça veut dire, Dieu, il n'est pas très méchant avec toi, il te dit, nous. Donc, il te fait manger un maror qui n'est pas très maror. Il n'est pas très amer, il faut le reconnaître. C'est le premier degré. Donc les 5 marors de la Mishnah, ce ne sont pas des marors horizontaux, ce sont des marors verticaux. Tac, tac, tac. Le maror plus dur, c'est le maror qui s'appelle le réfort, qui est plus fort que amer d'ailleurs. C'est un degré plus fort. C'est-à-dire, si tu ne veux pas le nous de Dieu, eh ben, tu vas avoir les impôts, ça va déjà plus embêtant, plus désagréable. Après, tu as l'endive. L'endive, d'accord? L'endive, c'est en espagnol, endiva. En hébreu, c'est olachim, ça s'appelle. L'endive est très amère, mais elle a ceci d'avantage qu'elle n'a pas besoin de cache-route. En général, la salade, toutes les salades, tous les légumes verts ont besoin de cache-route parce que les verts qui aiment... L'endive a un mérite que les verts ne s'intéressent pas à elle, et donc il n'y a pas besoin de vérifier l'endive. C'est pour ça que beaucoup d'Européens, ils ne se cassent pas la tête, ils achètent des endives. Tu la rinces à l'eau, uniquement c'est bon. Ouais, alors en Israël, ils ont réussi à en faire, il faut du froid. L'endive ne pousse pas dans un pays chaud. Donc il faut des cavernes, ils font ça dans les cavernes. Mais en Hollande, en France, comme il y a des endroits froids, ils font l'endive
qui coûte beaucoup moins cher d'ailleurs. D'accord. Donc il y a plein de gens que je connais de France qui ne veulent pas se casser la tête avec la salade, il faut vérifier, le réfort qu'il faut éplucher et qui fait mal aux yeux. Ils disent allez Landy, viens là. Marron, c'est le troisième marron. Plus amer encore, c'est le cresson. Le cresson. Le cresson ou la comment on appelle en français, la frisée, bravo. Cresson et frisée, c'est la même famille. C'est très amer si tu ne l'assaisonnes pas. Et donc, c'est une possibilité de... En Israël, il n'y a pas de frisée. Pas de frisée, pas de cresson. Et la pire de tout, ça s'appelle le vermouth. Le vermouth, c'est ce que la Torah appelle dans la parashat Nitzavim, poré roche velana, l'absinthe. C'est immangeable, imbuvable. C'est pour ça que les Italiens mettent ça dans le martini. Ils appellent ça le vermouth. Alors, le vermouth, c'est la branche amère qu'on met là-bas et qui est absolument immangeable, même avec du vinaigre et du sel et de l'huile. Personne ne mange ça. On s'en sert uniquement comme condiment dans les pizzas et les alcools. Et donc, ça veut dire, poré roche velana, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu sois devenu un idolâtre. Et alors là, tu prends des coups, c'est la Shoah, c'est le top de la rigueur. Donc, on te dit qu'il y a un degré de plus en plus élevé dans les rigueurs. Et les décisionnaires et les communautés, ils se sont contentés des trois premières. Les séfarades, ils ont pris la salade. Les ashkénazes, ils ont pris le réfort. Et les neutres, ils ont pris le lundi. C'est uniquement pour. Les autres, papitum, de les affronter, c'est trop amer pour les prendre. Voilà. Et ça, c'est au milieu. C'est par rapport à Yaakov Avinu. Ça veut dire, quand on dit là-bas, les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. Pourquoi ils nous ont rendu la vie amère? Parce que c'est nous qui avons fait les oeuvres. Au départ, on était bien. C'est nous qui avons gâché notre statut de personne, préférentielle. Vous vous rendez compte, au temps de Yosef Hatzadik, ils ne payaient pas d'impôts. Ils habitaient où ils voulaient. Ils avaient gratuit tout. Et quand ils ont fait les oeuvres, ça a commencé à tourner mal, les impôts, et après ça a été jusqu'aux enfants jetés dans le Nil, etc., etc. Donc l'amertume, c'est quelque chose qui est, comme on dit chez nous, relatif. Quelqu'un qui est très très délicat, si le café n'est pas assez chaud, il trouve que c'est une souffrance, une drôle d'épreuve qu'il a eue. Ah, le café n'est pas assez chaud, ou il n'y a pas assez de sucre, ou il n'y a pas assez de... Le matin, il y a toute une polémique ici. Il y en a qui n'aiment pas le café Nescafé, il y en a qui n'aiment pas le café turc. Alors il me dit, oh, Stichak, votre arabe, j'ai pas de café turc, je vais faire un café Nescafé. J'ai dit, le mec, c'est mon seul problème de la journée, de choisir entre le Nescafé et le turc. Ah oui, il y en a qui sont, tu te rends compte? Il n'y a pas de Nescafé, il n'y a que du turc. Etc., etc. Donc il y a des gens pour qui un petit problème, ça devient une épreuve. Et il y a des gens, malheureusement, ils sont entre la vie et la mort et ils se battent. Donc il y a tout un échelonnement d'amertume. D'accord? Maintenant, le mieux, c'est que l'amertume, tu te la fasses toi-même. Tu te rends de la vie amère en te disant, il fait froid, je vais quand même à la prière. Il fait chaud, je me lève quand même de mon lit pour aller... Donc quand tu t'enlèves l'amertume, on t'évite l'amertume de l'extérieur. Et ça, c'est par rapport à Yaakov Avinu, qui a été le patriarche qui a le plus souffert, en fait. À droite, en bas, vous avez un nouveau ségol. Un nouveau ségol, c'est
qui correspond à Moshe à droite. Moshe à droite, c'est qui Moshe? Qui c'est à droite? C'est le charoset. Le charoset, c'est le mortier, on appelle ça. D'accord? Le charoset, c'est le fait d'être, malgré les épreuves, malgré l'Égypte, malgré l'esclavage, nous avons triomphé nous avons surmonté l'esclavage. Et donc c'est en allusion à Moshe Rabbeinu qui a donné la force de surmonter les jours d'esclavage. Alors, à l'époque du Talmud, et ce sera notre cas si le Mashiach vient, le charoset, c'était du hamba. C'était un condiment piquant, salé piquant, qui accompagnait le Korban Pessah. Comment c'était le Korban Pessah? C'était une pita matzah, pas une pita hametz, pita matzah, dans laquelle vous mettiez du maror, comme ils font maintenant, ils mettent de la salade, des concombres, des trucs comme ça. Le Korban Pessah, c'est-à-dire du shawarma d'agneau, bien grillé, et pour que ce soit facile à manger, ils mettaient de la sauce. La sauce. Nous, du hamba, du piquant, comment ça s'appelle, de la trinasse, quelque chose qui mettent des sauces. Et donc, ce qu'il faut maintenant dans les chouks, là, c'est l'imitation du Korban Pessah. À la différence que le Korban Pessah, il fallait le manger quand on avait fini de manger. C'était le dessert. Parce que c'est récent que le dessert soit de la pastèque ou de la glace au chocolat. Mais à l'époque, dans toute l'Antiquité jusqu'à très tard, le dessert c'était du poulet, du chevreuil, on va passer au dessert. Et on t'amenait de la dinde ou de la... Chez les rois de France, c'était comme ça. Vous mangiez 15 plats et le dessert, c'était encore du poulet. C'est que nous, les gens modernes, nous voulons comme dessert que de la douceur, quoi. De la pièce montée ou de la pastèque. Donc, les Juifs, quand ils ont le temple, ce sont comme des rois, des nobles. Donc, ils ont bien mangé. Et maintenant, on leur dit, le dessert. La ficomane. C'est quoi la ficomane? Korban Pessah. D'accord? Donc, il faut garder un petit espace, quand même, pour pouvoir manger une pita shawarma après avoir fini de manger. Mais donc, et quand il n'y a pas de Mashiach, quand il n'y a pas de Geoula, il n'y a pas de temple, les Chachamim, ils ont dit, vous savez quoi? Ne mettez pas du hamba piquant et salé, mettez les fruits qui sont allusionnés dans le Shir Hashirim. Dans le Shir Hashirim, on parle des fruits. De la pomme, des noix, de la date, de la grenade. D'accord? Tous ces fruits dont parle Shir Hashirim, on peut les utiliser pour faire le charoset. D'accord? Et il y a le charoset traditionnel avec des dates, etc. Et à la fin, on met du vin, parce que dans le Shir Hashirim, on parle aussi de vin. Donc c'est pas du tout un truc salé et piquant, c'est comme de la confiture, quoi. C'est un truc doux. Et ça, c'est vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, en bas à droite. En bas à gauche, vous avez qui? Aaron. Aaron à Cohen. Et donc, ça s'appelle le Karpas. Le Karpas. Alors, les Lubavitch de l'ancienne génération, ils se croyaient obligés de mettre de la patate, une pomme de terre ou de l'oignon. Parce qu'en Russie, que Dieu les bénisse, ils n'avaient rien. Il n'y a pas de Russie, hein. Ouais, comme ils n'avaient rien, ils prenaient de la patate, des trucs. Mais non, c'est un très gros problème à l'Afrique. Parce que la patate, ça ne se mange pas crue. Tu es obligé de la cuire.
Donc déjà, c'est pas un vrai Adama. C'est un Adama qui est traficoté. Le karpas, ça doit être un légume frais. Or, il n'est pas frais. Et l'oignon, à part les Russes qui n'ont pas honte de bouffer de l'oignon, moi, quand je mange de l'oignon, il faut qu'il y ait de la tomate avec, ou du poivron, un truc pour passer, quoi. Mais eux, les Russes, ils te bouffent de l'oignon au matin, au petit matin. Et après, quand ils parlent avec toi, tu leur dis, vous pouvez vous éloigner un peu. C'est dur pour moi. Donc en Russie, ils n'avaient rien d'autre, donc ils prenaient. Mais nous, qui vivons dans des pays libres, où l'abondance est insolente, le karpas, c'est le céleri. Tout simplement, comme son nom l'indique, karpas, ça veut dire céleri. En plus, ça correspond à la couleur du karpas, dont on a parlé dans la Megillah, que le roi Achashverosh, il avait un château, un palais avec des rideaux en rour, karpas ou trélette, du bleu, etc., pour imiter le Beth Amikdash. Donc, Mechila, Slicha pour les Russes, les Lubavitch russes d'avant, moi je prends et je réclame et j'exige que les gens prennent du karpas, et laissez-moi tranquille de l'oignon et de la patate. Quand le rabbi est arrivé en Amérique, ils lui ont dit, Rabbi, Slicha, nous ici, le céleri, il n'y a que ça. Oui, dans tous les films américains, ils ont les sacs en craft avec le céleri qui dépasse. Le céleri, c'est très fréquent en Amérique. Alors le rabbi a dit, effectivement, il s'est mis à prendre du céleri et il a rajouté un morceau de patate pour faire comme son beau-père en Russie. Donc il y a un sujet de prendre du céleri. En plus, c'est facile, prendre un petit morceau, ça suffit, que vous trempez dans le sel. Et ça correspond à Aaron HaKohen. Maintenant, correspondant à Yosef Hatzadik, Yosef ressemblant à son père, il est en dessous de son père, il y a Yaakov Maror. Yosef, c'est le même Maror. Le même Maror qu'on a pris comme Maror, on le remet en 6e position. Et à quoi il sert? À manger le 2e Maror. Il y a un Maror qu'on mange tout seul. Maror. Si s'il y a le Beth Amikdash, alors il est Doraïta, puisqu'il y a écrit que le Korban Pessah, vous le mangerez avec les Merorim. Donc il est Doraïta. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il est Drabanan. Donc on prend une quantité moins grande. Et donc on mange tout seul. Avant de le manger avec dans le sandwich, on le mange tout seul. Et on fait la bracha à la Kinat Maror. Mais le deuxième, c'est Yosef. Et les Toldot, Yaakov, Yosef, il ressemble à son père. Lui, on le mange avec la matzah. Et le charoset, c'est ce qu'on appelle, c'est l'invention de Hillel Azaken, ça s'appelle le sandwich, korech. Korech, ça veut dire le sandwich. Korech, c'est-à-dire j'attache du pain avec quelque chose dedans, ça s'appelle un sandwich. D'où pourquoi ça s'appelle un sandwich? Parce qu'il y avait un ministre en Angleterre qui s'appelait Lord Sandwich. Sandwich. Et un jour, il a eu l'idée il fallait qu'il varie le menu à la cour de la reine. Il a dit, tiens, un jour, je ne sais pas quoi faire à manger, on va faire du pain avec de la charcuterie, du pain avec de la viande, du pain avec des fromages, du pain. Il a fait des sandwichs. Et les gens disent, oh, que c'est charmant, quelle bonne idée vous avez eue, mon cher ministre. Et donc, le Lord Sandwich est devenu le papa du sandwich. Mais en hébreu, ça s'appelle un korech. Donc on fusionne les deux, matzah avec le maror. Voilà. Maintenant, David, qui c'est David sur le plateau? Qui c'est David? Puisqu'on a dit il reste David. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Qui c'est David? Je vous le donne en 1000, comme on dit. Je vous le donne les 1000. C'est le plateau lui-même.
et qui ne se mange pas. Il est l'expression des 6. Mais il ne se mange pas, c'est le plateau. La fameuse Kehara. D'accord? Voilà. Maintenant, en plus de tout ça, il y a 3 matzot. Alors, il y a deux doctrines. La première doctrine, elle dit, les 3 matzot doivent être sur le plateau en haut. Chokhma bina da'at, c'est l'intellect. Donc, où vous les mettez en haut, et alors ensuite, vous avez les 7 midot, Abraham, Yitzhak, etc. Il y a une autre chita qui dit, tout ça c'est d'après le Harizal, quoi. Une autre chita qui dit, non, il ne faut pas mettre les matzot en haut, il faut les mettre l'une en dessous de l'autre, sous le plateau. Vous avez le plateau, et sous le plateau, vous mettez les 3 matzot, qui correspondent à Cohen, Lévi, Israël. D'accord? Encore une fois, bonté, rigueur, miséricorde. Cohen, Lévi, Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Encore toujours le même schéma du principe triple. Cohen, Lévi, Israël. D'accord? Donc il y en a qui vont comme ça, il y en a qui vont comme ça. Donc vous ferez comme vous avez l'habitude de faire, ou comme vos maîtres vous l'ont appris. Voilà. Ça, c'est on a installé le décor. Alors, il y a le père, il y a les 4 fils. Bon, bah, la Haggadah, elle te dit. Qui a écrit la Haggadah? C'est les Tanaïm. C'est Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ceux qu'on va citer dans la Haggadah. C'est eux qui ont écrit la Haggadah. Alors, ils te disent, si tu as la chance d'être un père avec 4 fils, alors vas-y, c'est bon. Si tu es tout seul, eh ben, tu joues le père, tu joues tous les rôles. Tu fais tous les rôles. Comme quand on était petit, on faisait des marionnettes. Alors on jouait tous les rôles, quoi. Le Pinocchio, celui qui frappe, le policier, le juge, la maman, la fille, tous les rôles. Donc quand on est en famille, évidemment, alors, c'est théorique. On ne va pas décider, tiens, toi, Moshe, tu vas être le Chacham, toi, Rivka, tu vas être le Racha, toi, Béatrice, tu vas être le Tam. C'est théorique. Non? Et si c'est une femme qui fait le Seder, elle ne va pas dire je suis le père. C'est théorique. Ça marche. D'accord? Voilà. Donc, comme on est sur une pièce de théâtre, alors le régisseur du théâtre, avant de commencer le spectacle, il dit aux acteurs, voilà ce qu'on va jouer. Alors, il donne les simanim qu'on va appliquer concrètement pendant la soirée du Seder. Alors, il commence en te disant, Kadesh. Kadesh, ça veut dire fais kidouche. Il nous donne des ordres, le régisseur. Kadesh, c'est un ordre. Fais kidouche. Qu'est-ce que ça veut dire fais kidouche? Ça veut dire que toute l'année, si tu as envie de faire rentrer Shabbat ou Yom Tov avant la nuit, tu as le droit, dès que arrive la dernière partie de la journée, tu as le droit de faire rentrer la fête. Faire kidouche, manger, etc. Comme ils font en Europe, où la nuit tombe tard, par exemple. Ils font rentrer Shabbat à 7h du soir, alors que la nuit tombe à 11h. Non, je ne parle pas à Gateshead et à Nottingham, où ça tombe à minuit, des fois. Mais le soir de Seder, on te dit, ça ne marche pas, ton histoire. Parce qu'il y a une mitzvah, ce soir, il y a une mitzvah de manger le kazaït de matzah, et avant minuit, le korban Pessah. Mais il y a une autre mitzvah, mon ami, dans la fête de Pessah, de boire les 4 verres de vin. 4 verres de vin. Donc le kidouche est impérativement lié avec la nuit. Comme la matzah. Comme il y a écrit, Ba'erev tochlu matzot, en soirée vous mangerez des matzot. Donc tu n'as pas le droit de manger des matzot avant.
ni le Corban Pessah, bien évidemment. Tu dois attendre les 3 étoiles. D'accord? Donc c'est pour ça que toutes les communautés, même les plus allégeantes, elles font la prière en journée si elles veulent, mais elles doivent attendre la nuit pour se mettre à table. Donc, le régisseur te dit, amène ton vin et fais kidouche. Mais à la différence des autres moments de l'année, où il y a un monsieur ou une dame qui fait kidouche, tout le monde écoute et tout le monde se tait. Là, non. Tout le monde écoute, soit, mais tout le monde a un verre de vin devant lui. C'est spécifique à Pessah. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieux et les jeunes doivent avoir un verre de vin parce qu'il y a 4 coupes qu'il faut boire, et même les femmes, même les enfants sont obligés de faire la mitzvah. Les 4 coupes, c'est en allusion aux 4 expressions de liberté dont on parle dans la paracha de Vaïra. Je vous libérerai, je vous sortirai, etc., etc. Jusqu'au 5e verre, qu'on ne boit pas en général, qui fait une allusion à la Véoula de Mashiach. Donc on le sert, mais on ne le boit pas. Mais quand Mashiach viendra, on le boira. D'accord? Donc, cette allusion-là des 4 sorties, tout le monde doit la pratiquer. Puisque les femmes étaient en tout premier lieu dans le miracle. Puisque c'est grâce à Myriam et Yocheved qu'on est sorti d'Égypte. Donc quand on dit les femmes étaient mêlées au miracle, vadaï qu'elles étaient mêlées au miracle. Elles n'étaient pas seulement mêlées, elles étaient l'auteur du miracle. Sans Myriam et Yocheved, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Donc c'est évident que les femmes sont impliquées impérativement dans la soirée de Pessah. Et c'est pour ça que les décisionnaires ils disent interdiction à la femme d'aller se promener dans la cuisine, à touiller la soupe, ou d'aller faire langer les enfants. Tu dois être associé à la lecture, au matzot et au vin. Ne va pas dire non, je suis là, j'écoute, j'écoute. Les filles, elles font comme ça, elles sont dans la chambre, elles langent le bébé ou elles allaitent. J'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Allaite à table et bois ton verre de jus de raisin et fais pas ne travaille pas en solo. Donc, si on a à table des gens qui ne sont pas religieux, il vaut mieux acheter du vin bouilli. Du vin qui est mevouchal. Bon, maintenant c'est facile parce que dans tous les vins que vous achetez, vous tournez la bouteille, il y a écrit mevouchal. Moi je connais quelqu'un je lui dis, fais attention, achetez du mevouchal. Alors il m'a dit, j'ai pas trouvé du vin, il y avait écrit pas cachère. J'ai dit alors, il m'a dit, j'ai acheté parce que vous m'avez dit, il faut pas écrire mevouchal. Je lui ai dit, mais non, ils ont eu l'honnêteté de te dire que ça n'est pas cachère. C'était du Bordeaux. Ils tournent la bouteille et écrit l'eau cachère. C'est honnête. Ils t'ont pas dit d'acheter. Mais au moins, ils te disent il n'y a pas de cache-croûte. Donc maintenant, s'il y a des gens religieux à table, alors tout le monde peut toucher le vin, donc tu peux acheter du vin pas mevouchal, mais encore faut-il être capable de supporter le vin, surtout qu'on est à jeun presque. Maintenant, ceux qui ne supportent pas du tout, alors ils ont une option de prendre du jus de raisin. C'est cachère aussi. D'accord? Maintenant, si une personne ne supporte ni le jus de raisin, ni le vin, il y a une patente halachique, c'est de prendre du jus de fruits pur. Un jus d'orange, un jus d'ananas, un jus de pomme, mais sans goutte d'eau. Il y a des gens qui ne supportent pas, l'interdiction médicale ou peu importe. Eh bien, ils font le seder avec un jus. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la fin de la Haggadah de Chabad, dans d'autres Haggadot aussi, mais Chabad c'est clair, à la fin il y a écrit
quand tu as fini comment on dit ça? Quand tu as fini le seder entièrement, les 4 verres, tu dois faire à la geffen, parce que tu as bu un dernier verre. Et il y a écrit Boré les Fachot aussi. Boré les Fachot. Alors je me demande pourquoi il y a écrit Boré les Fachot. Tu as fait geffen. Ouais, et comme tu n'as pas le droit de manger et boire, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Pour quel Boré les Fachot? C'est dans le cas où tu n'aurais pas fait avec du vin ou du jus de raisin. Si tu as fait avec du jus quelconque. Ou de la bière. Si tu as fait avec de la bière, tu as mal joué, quoi. D'accord? Donc, premier vers, ça s'appelle Kadesh. Donc, il y a 2 options. Soit tout le monde dit le Kiddush en même temps, à l'unisson, soit le chef de famille ou la personne qui fait le seder le dit à voix haute, tout le monde se tait en tenant son verre, mais quand on a fini, tout le monde s'assoit et tout le monde boit. Donc il y a 2 options, ou tout le monde dit, ou une personne dit et tout le monde écoute. Évidemment, si c'est des gens qui savent mal prononcer, des gens qui ont du mal à prononcer l'hébreu comme il vaut mieux qu'ils s'alignent sur le chef de famille qui fait le kiddush. D'accord? Voilà. Et donc, on s'assoit, on boit le verre, et même les femmes, parce que de nos jours, les femmes sont des ministres, ne sont pas des servantes. Alors elles aussi, elles se mettent sur le côté gauche, parce que c'est pas un manque de pudeur. À l'époque, c'était allongé sur un sofa, donc c'était que les grandes dames, Cléopâtre, qui étaient allongées sur les sofas. Mais aujourd'hui, comme on est tous à table, il y a des séfarades qui sont assis par terre, carrément. Il y a des gens qui font par terre. C'est pas très commode, parce qu'il faut pouvoir manger par terre. Donc ils font ça, c'est symbole de liberté, ils s'habillent en prince, etc. Mais la majorité des gens, ils sont à table. Donc pour éviter, on se met sur le côté gauche. Pour quelle raison sur le côté gauche? Pour quelle raison sur le côté gauche? Alors on vous dit en signe de liberté, même les gauchers ils se mettent sur le côté gauche. Il y a un bug. Tout simplement parce que dans le système, vous avez devant vous, vous avez l'œsophage pour faire passer la nourriture. Et derrière, vous avez la trachée artère, qui est des os, d'accord? Derrière. Donc, alors, et en haut, dans la bouche, en bas de la bouche, vous avez la glotte, qui ouvre ou qui ferme. Donc, quand vous parlez, la glotte se ferme pour que vous puissiez respirer avec la trachée artère. Quand vous mangez ou buvez, la glotte se ferme, elle empêche la nourriture, le liquide de descendre par la trachée artère, sinon vous étouffez. Et donc ça laisse libre l'œsophage et ça bloque la trachée artère. Maintenant, dans la trachée artère, vous avez 2 directions. Le côté droit, c'est direct. Ça va directement dans les poumons. Le côté gauche, il y a un coude. Donc, comme le soir de Pessah, vous avez la mitzvah de parler en mangeant. Pessah, c'est Pessah, la bouche qui parle. Comme il y a la bouche qui parle, vous avez la mitzvah de parler en mangeant. Oh! En parlant en mangeant, tu risques d'avaler de travers. Donc, on dit, si jamais tu te mets sur le côté gauche, au moins tu bloques, puisque tu parles en mangeant. Si jamais tu as eu un aliment ou une boisson qui sont descendus, ils n'iront pas directement vers le poumon parce qu'il y a le coude qui empêche. Donc c'est pour protéger l'étouffement. Donc même un gaucher doit se mettre sur le côté gauche.
pour boire. À cause de cette raison anatomique. D'accord? C'est connu, en fait, hein. Pardon? On n'a pas vraiment entendu cette explication. Vous voyez que vous êtes là pour quelque chose, ça veut dire. Ah, vous ne saviez pas? Ben oui, moi je suis là pour vous l'apprendre. Et donc c'est un phénomène tout à fait de prévention. On te dit, eh, oh, puisque tu as la mitzvah de parler, tu vas dire, écoutez, j'ai un chidouche très joli sur la Haggadah. Tu dis, ouais, allez, on écoute. Et puis en même temps que tu parles, tu risques de t'étouffer. Voilà. Donc tu prends le réflexe côté gauche pour avaler ton vin. Et c'est pour ça que les poskim ils disent, mais la femme, ça se fait pas qu'elle se mette sur le côté gauche. C'est pas de sa noix, c'est que la femme n'a pas le droit de parler, ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Elle n'a pas le droit de parler, mais elle peut s'étouffer, parce qu'elle peut se... Donc on voit que la façon dont on s'allonge aujourd'hui, ça s'appelle pas vraiment s'allonger. C'est pas vraiment un signe de liberté. Parce que c'est très embêtant d'être allongé. Moi, quand je suis allongé, je peux pas ni manger ni boire. C'est des histoires. En général, tu veux être assis pour manger. Mais à l'époque, ça les dérangeait pas. Ils mangeaient allongés. Voilà. Donc on boit le verre sans parler. Maintenant, quelle quantité, quel est le din sur le verre? Pas seulement le vin qu'on utilise, mais le verre lui-même. Alors il y en a qui disent que il vaut mieux prendre des petits verres parce qu'il y a une marloquette s'il faut tout boire ou pas. Donc si tu prends un grand verre, tu es obligé de le remplir. Si tu es obligé de le remplir, tu es obligé de le finir. Donc tu vas terminer ta soirée très vite. Donc on te dit, fais pas le malin, achète des verres qui contiennent la quantité minimale, comme ça tu es tranquille. C'est combien la quantité minimale? Comme d'habitude, marloquette entre le Rav Naé et le Chazon Ish. Le Rav Naé, il dit, la quantité, ce qu'on appelle réveillite d'un quart, c'est 86 millilitres. Gematria Kos. Kos, ça fait 86. Donc tu prends un verre qui contienne minimum 86. Donc tu trouves au chouk des verres de 10, 12, c'est très jouable. Il y a des verres de thé marocain. Vous voyez, verres de thé marocain, ils font 12. Donc il n'y a aucun problème. Tu peux arriver à boire 86 la majorité en tous les cas. Le Chazon Ish, il double la dose toujours. Il te dit c'est 150 millilitres. 2 fois plus. Donc c'est une moitié de canette de bière. C'est beaucoup. Donc bon, les gens de Bnei-Brak, Chazon Ish, ils prennent des grands verres. La majorité des communautés prennent d'après Rav Naé, 86. D'accord? Et ça vaut mieux parce que si tu prends un grand verre, tu es obligé de finir. Voilà. Et pareil, jus de raisin ou jus de pomme. Hein. Voilà. Donc sans parler, tu bois ton verre. Il y avait une question, un monsieur qui m'avait demandé est-ce qu'on a le droit de prendre une paille? Parce que quand tu fais comme ça, c'est pas très pratique de boire. Tu risques de renverser. Alors, avec une paille, c'est beaucoup plus facile. Quelle est la réponse? Oui ou non? Pourquoi non? Il faut la boire directement. Sans s'arrêter. Quand vous pompez, ça va vite. Hein. Sans s'arrêter. Non, mais je sais pas. Ouais, en 2 fois, Nagui. Normalement, quand on doit remplir de. Prenez une paille, cher ami. Moi, je vous le fais devant vous. Je vous prends pas un truc gazeux. Un truc gazeux, c'est très dur, ça bloque. Un truc sans gaz, un jus de pomme, peu importe. D'un seul coup, avec vous avez en 2 coups, en tout cas, un liquide et non, mais la question elle vient justement parce que dans un mauvais exemple, la femme soupçonnée d'adultère, on la faisait boire l'eau lustrale, l'eau amère, comme Moshe a fait faire quand il a brisé les tables. Il a mélangé avec de l'eau du fleuve qui est sorti, et il leur a fait boire à tous. On va voir, vous avez dit que vous n'étiez pas dans le veau d'or, on va voir si vous y étiez.
Donc tous ceux qui ont bu et qui ont fait le veau d'or en cachette, ils sont morts. Donc c'était pas rigolade. Hein. Et les gens qui n'ont rien fait, ils ont bu, ils n'ont rien arrivé. Comme la femme sota. Et là-bas, dans la Mishnah, on te dit de la femme sota, bien sûr qu'elle avait une paille. Parce qu'elle va faire tout pour que ça tombe. Elle va faire tout pour pas le boire. Comme ça, il n'y aura pas de preuve. Elle dit, non, madame, on vous a préparé une paille, allez-y. Surtout que c'était pas bon, c'est de l'eau avec la cendre. Donc, Dieu, là, on apprend que la paille, c'est moutarde. Ah, c'est moutarde? Oui, c'est moutarde. Comme la femme sota, ça ne peut pas être pire que la femme sota, les cas de verre. La femme sota, c'est de la Torah. Et donc, celui qui se sent bien, il achète des pailles courbées comme ça, en plastique, et quand il peut boire, c'est plus facile. C'est moins... comme il n'y a pas de photo, ça va. D'accord? Mais celui qui boit proprement, alors ils prennent le verre comme ils l'entendent. D'accord? Et tout ça, que ma chère soit là ou pas, hein, ça n'a rien à voir. C'est des halakhot pour tout le monde et pour tout le temps. Comme j'ai dit à des gens de Paris, je leur ai dit, si ma chère y vient, je vous loue $10 000 en paillasson sur mon palier. Parce qu'ils voudront être à Jérusalem pour au Corban. $10 000 avant le Corban. Ça vous apprendra. L'argent, on en aura plus besoin. Mais qui me le donne déjà, on verra si. Et je vous dis, ils payeront. Pour assister au Corban de Pessah. Donc vous savez quoi faire pour faire du business. D'accord? Ils vont pas vouloir venir à ta poire. Ben oui, pourquoi pas. C'est plus près de Tapouar, Jérusalem, que de Londres, Jérusalem. Ça, c'est sûr. Bekitso, ça c'est Kadesh. Une fois qu'on a fait Kadesh, deuxième opération, ça s'appelle Urchatz. Urchatz, c'est l'opération par excellence d'éducation. Comme les enfants, les vieux, les gens, ils ont toujours entendu que quand on veut manger du pain, on se lave les mains. Donc ils ont l'habitude d'aller, après le kiddush, faire netila pour manger du pain. Mais là, on leur dit, attends, on va pas manger du pain. On va tremper le karpas dans l'eau salée. Tremper le karpas dans l'eau salée, c'est une direction que les Chachamim nous ont donnée pour éviter l'impureté qu'il y a sur les mains. Vous avez les mains impures, d'un deuxième degré, c'est pas la mort, c'est pas un gros degré d'impureté, mais vous transmettez au karpas, à cause de l'eau salée, l'eau est un conducteur, vous transmettez l'impureté, et donc, comme vos mains sont impures, elles transmettent l'impureté au karpas, et vous mangez ce karpas en état d'impureté. Donc les Rami, ils ont dit, lave-toi les mains, mais sans bracha. Sans bracha. Et pourquoi tout ça? Celui qui a écrit la Haggadah, il dit, c'est pour étonner les enfants. Qui vont dire, ma pitom, qu'on se lave les mains, on ne mange pas de pain. Alors tu lui apprends, tu vas rentrer dans les dynimes de la pureté, de l'impureté, etc. D'accord? C'est un sujet de Khinour, d'éducation. Évidemment, en règle générale, vous avez beau crier Mémé, Tata, Josiane et tonton Ernest, ne faites pas la bracha. Oui, mon fils. Ils arrivent à la cuisine, D'accord? Ça, c'est très fréquent parce que les gens ont le réflexe. D'accord? Quand ils ne savent pas, alors il n'y a pas de problème, ils se lavent les mains sans bracha. Mais quand ils savent, vous êtes sûr que sur une assemblée, il y a au moins ou la grand-mère ou la grande-tante qui va faire la bracha. Alors il y a ici, là, il y a une grande discussion, je vous la livre parce qu'elle existe. Il y en a qui disent, si la personne a fait une bracha, eh bien elle est obligée de faire le seder maintenant, de manger les matzot
Mais c'est très compliqué. Si maintenant tu manges des matzot alors qu'on n'a même pas commencé, ça fait un balagan dans le seder. Et la personne va manger des matzot et toi tu vas l'attendre. Oulala. Donc, Question peut-être bête, mais elle peut pas. Pardon? Elle peut pas annuler sa bracha en fait. non, alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle se tait, ce qui est jouable. Elle mange le carpas, elle fait tout le sang, elle se tait. Et après, quand on va se laver les mains pour manger du pain, elle refera Ménétila, mais sans bracha, parce qu'elle a déjà fait. Oh, c'est bien ça. Ouais. On mange vite comme ça. Non, pour manger vite. On mange vite. Il y en a une qui se tait, la personne se tait. Elle a le droit de dire la gada, mais elle n'a pas le droit de dire viens, il y a une place ici, ou n'oublie pas d'enlever ton manteau, et il fait froid. D'accord? Bon, donc a priori, il faut prévenir les gens que toute la raison pour laquelle on mange, qu'on fait Netila, c'est parce on mange le carpas. Voilà, c'est bon? On ne peut pas en faire plus. Parce qu'on va tremper quelque chose. Vous voyez qu'il faut s'y prendre à l'avance, parce qu'il y a de la matière, hein? Oui, de matière. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Intéressant.